Science en récit, un podcast de l'université Claude Bernard Lyon 1. Professeur à Lyon 1, au sein de l'Institut Lumière Matière, Gérard Panxer mène une véritable enquête scientifique sur les joyaux du patrimoine national. Il retrace leur histoire et révèle les secrets de fabrication des orfèvres du Moyen-Âge, avec parfois des découvertes qui bousculent les hypothèses des historiens. Équipé d'un microscope et d'un appareil à fluorescence X, Gérard Panxer parcourt les musées français pour étudier sur place et sans les altérer les pierres de qualité gemme qui sertissent ces objets d'exception. L'analyse microscopique et géochimique révèle la composition des pierres, leurs inclusions minérales et la présence d'éléments traces comme le fer. Telle une empreinte digitale, ces informations permettent d'identifier le gisement d'origine d'une pierre. C'est ainsi que Gérard Panxer a pu démontrer que les émeraudes du pendentif de Catherine de Médicis ne venaient pas d'Amérique du Sud, comme on le pensait, mais du Pakistan. Une découverte qui prouve l'existence dès la seconde moitié du XVIe siècle de routes d'approvisionnement reliant le Pakistan à l'Europe. Et ce n'est pas sa seule expertise marquante. Gérard Panxer nous raconte. Bonjour Gérard. Alors, en dehors de l'expertise des émeraudes de Catherine de Médicis, quelles autres découvertes intéressantes peux-tu nous raconter ? On a également fait le même type d'études, par exemple sur le livre d'heures de François Ier au Louvre, qui comprend beaucoup de rubis, il comprend également des turquoises, et tout ça nous a permis donc de donner des données tangibles. Quand je dis tangibles, c'est-à-dire des données scientifiques, des données comparables, des données mesurables, qui permettent d'émettre un certain nombre d'hypothèses quant à l'origine géographique de ces pierres précieuses. Une des grandes études également a été faite sur le talisman de Charlemagne. Sur ce talisman, il y a un gros saphir, et de l'autre côté, il y a une espèce de cabochon en verre qui permet de voir ce qu'on a une relique, puisque c'est un reliquaire, et qui comprend des fragments, soi-disant, de la croix de Jésus. Et ce cabochon en verre, on s'est rendu compte qu'il est en verre. Il n'est pas du tout, c'est pas une pierre, c'est du verre moulé, de couleur bleue. Et on s'est rendu compte qu'il avait été mis à la place d'un saphir qui a été enlevé un jour. Quand est-ce qu'il a été enlevé, on ne sait pas trop. Ce talisman, il est toujours présenté du côté du cabochon en verre où on voit les fragments de la croix. Et pas de l'autre côté. Alors que du point de vue gémologique et du point de vue même historique, c'est le côté sur lequel il n'est pas présenté qui est le plus intéressant, parce que là, il y a un très gros saphir bleu. Et ce saphir bleu, on a pu lever l'ambiguïté. Est-ce que c'était un saphir français qui venait du Massif central ? Et on a conclu que c'était un saphir qui provenait du Sri Lanka. Là, on est au IXe siècle. Eh bien, on avait déjà des routes d'approvisionnement de saphirs qui provenaient du Sri Lanka pour arriver jusqu'en Europe. C'est pour ça qu'on fait appel à nous. On fait les analyses dans les musées. On ne peut pas déplacer ces pièces-là. Il n'y a aucun système d'assurance qui permettrait de les déplacer. Et si on y a accès, c'est qu'on vient avec tous nos équipements d'analyse sur place. Ça rassure les conservateurs. Il y a juste à le sortir de la vitrine et c'est tout. Donc ça, il y a très peu de laboratoires ou d'équipes qui sont capables de mener ces études sur place. Sur site, on dit. En France, je dirais qu'on n'est que 2 équipes actuellement, mais on a été, à Lyon, les premiers à pouvoir faire ce type d'analyse sur site. Une des grandes études également a été faite sur des évangéliaires qui sont également à la Bibliothèque nationale, et il va y avoir une exposition en 2026 sur tous ces livres qui sont des évangiles et dont les couvertures sont couvertes de pierres précieuses. Et là, on a eu un contrat avec la Bibliothèque nationale pour l'étude systématique de tous ces évangéliaires. Il y avait 12 couvertures et pratiquement 660 pierres à étudier. Là, sur le pendentif de Catherine de Médicis, il y en avait 2. Là, on en a étudié 650. Et donc, bien sûr, il sortent des vitrines, il sortent des coffres
Il y en a qui sont exposés, il y en a d'autres qui sont conservés dans les réserves, dans des coffres. Donc on a un nombre de jours limité pour pouvoir faire l'étude. Pour les évangiles de la BNF, qui datent du Moyen-Âge, on avait 5 jours. Dans cette étude-là, la finalité, c'était d'identifier les pierres d'origine de l'évangéliaire, qui datent du Moyen-Âge, d'identifier les pierres de remplacement, identifier les imitations. Et ça, on en a trouvé un certain nombre, c'est-à-dire, entre guillemets, des simulants. On appelle ça des simulants. Et en particulier, ce qu'on a trouvé, c'est des imitations de saphir. En fait, c'est d'autres pierres, du quartz, qui est incolore, du cristal de roche, recouverts d'émail bleu, pour les faire ressembler à des saphirs. Donc j'ai dit les pierres d'origine, les pierres de remplacement, les imitations, et puis les pierres d'exception que, a priori, personne n'était en mesure de pouvoir dire qu'est-ce que c'était ces pierres. On a trouvé comme ça des spinels. Ça ressemble beaucoup à des rubis, mais ce ne sont pas des rubis. Également, on a trouvé de la fluorite, un autre minéral. Je crois que dans aucun objet du patrimoine, ça n'a jamais été trouvé. Alors, les pierres bleues au Moyen-Âge, il y en avait très peu. Donc, il y avait une recherche de cette couleur bleue. En plus, ça, c'est pas totalement ma partie, mais les historiens de l'art disent que le bleu, c'est la couleur de la Vierge Marie. Et donc, il y avait une volonté de pouvoir mettre du bleu sur ces couvertures. C'est des très grands livres, extrêmement lourds, d'avoir du bleu qui apparaissent. Donc, des fois, ils pouvaient trouver des saphirs. On en a identifié un grand nombre. Mais de fois, il manquait, c'est-à-dire que quand le créateur de la couverture positionnait les pierres qu'il avait à disposition, c'est pas un gémologue, c'est pas un scientifique, ils avaient des pierres à disposition, il les disposait, et il lui en manquait quelques-unes. À ce moment-là, ils allaient chercher qu'est-ce qui pouvait remplacer les quelques pierres bleues qui lui manquaient dans la disposition esthétique de ces couvertures. Et à ce moment-là, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait cette technique-là de faire des faux saphirs. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? On a trouvé à d'autres moments ce qu'on appelle des doublets. C'est des pierres composites qui sont colorées artificiellement. Il y a également ce qu'on appelle des pierres à paillons. Paillons, P-A-I-2-L-O-N-S. À paillons, c'est-à-dire que quand la pierre avait peu de couleur, il mettait une feuille métallique colorée sous la pierre et qui lui donnait un aspect coloré. Donc tout ça, ça a permis de repérer, de positionner chaque pierre et de pouvoir dire chaque pierre sur chaque couverture, voilà ce que c'est. Et ça n'avait jamais été fait. Par contre, ce qu'on a déjà vu, c'est par exemple des intailles. Il y avait des réemplois, ça j'en ai pas parlé, et sur ces couvertures on en voit, c'est-à-dire qu'il y avait des pierres qui provenaient de bijoux romains ou gallo-romains, qui ont été dessertis sur ces bijoux romains et gallo-romains, et qui ont été intégrés dans des couvertures chrétiennes, qui était un moyen, d'abord parce que c'était un travail qu'au Moyen-Âge on ne savait pas faire, alors que les Romains savaient le faire, et ils ont été dessertis d'une façon un petit peu, et intégrés dans ces reliures religieuses, pour, dépaganiser ces pierres, c'est-à-dire pour les intégrer au culte chrétien. Mais encore une fois, ça, on n'est plus dans la science, véritablement, c'est vraiment des spécialistes, des historiens. Mais nous, on arrive et on peut dire, cette pierre-là, elle est d'origine, c'est bien une intaille romaine, elle a été intégrée, et puis on a des fois des imitations d'intailles qui sont des moulages en verre, des imitations d'intailles romaines. Intaille, c'est simplement une pierre dure, gravée, qui servait de sceau à l'époque romaine, soit sur une bague, soit sur d'autres supports. Une petite anecdote également, à Lyon, à la Trésor de Fourvière,
Un jour, on nous a demandé d'expertiser ce qu'on appelle la couronne de Fourvière. C'était une très grosse couronne qui était posée sur la statue de la Vierge dans la basilique de Fourvière. Elle a été, pendant la Seconde Guerre mondiale, cachée de peur que les Allemands s'en emparent et que les nazis s'en emparent. Elle a été cachée, puis un jour ils l'ont mis en exposition. On l'a expertisée. 6 mois après, elle a été volée. Et on ne l'a jamais retrouvée. Parmi ce trésor de Fourvière, il y avait une bague d'évêque. Et les bagues d'évêques ont toujours une pierre violette. C'est une bague qui a été achetée par la fondation de Fourvière, parce qu'elle avait un style tout à fait particulier. Et la pierre, elle avait relativement peu d'intérêt, violette, c'est-à-dire de l'améthyste. Quartz violet. Et étonnamment, lors de l'étude, s'est rendu compte que ce n'était pas du tout une améthyste, mais que c'était un saphir violet. Or, ce saphir violet, on s'est rendu compte, grâce à nos techniques d'analyse, que c'était un saphir violet de synthèse. Autrement dit, qui a été fabriqué au moins avant 1923. Et ça a énormément surpris la fondation de Fourvière, qui était sûre que c'était une pierre d'origine. Or, ce n'était pas une pierre d'origine. Alors, en conclusion, quel est l'apport de tes analyses scientifiques pour la compréhension des objets d'exception du patrimoine ? Ce qui est passionnant, c'est que nous, on vient véritablement avec notre savoir-faire identifier les pierres, reconnaître les imitations, reconnaître les faux, reconnaître le verre, parce qu'il y a des pierres qui sont remplacées par du verre coloré, trouver l'origine géographique. Dans certains cas, on peut le faire, mais également on contribue à la connaissance historique de l'objet, qui est tous ces éléments dont je viens de parler. Et ça, c'est, encore une fois, l'apport que peut faire la science, au sens, la science dure, la physique, la chimie, la gémologie, la minéralogie, à l'histoire de l'art et à l'histoire du patrimoine culturel. Je peux faire une petite aparté également. C'est qu'avant de se lancer dans ce type d'études, on recherche tous les documents historiques qui représentent cet objet-là. Que ce soit des peintures, que ce soit des dessins, que ce soit des gravures, et que ce soit des photos. Et des fois, on retrouve, c'est très étonnant, c'est que dès l'invention de la photographie, immédiatement, pratiquement simultanément, tous ces objets-là ont été photographiés. C'est-à-dire fin du 19e siècle. Et ça nous est très utile pour pouvoir comparer les photos actuelles avec les photos du 19e siècle. Et de pouvoir dire, ah, là il manque une pierre, là ça n'a pas tout à fait le même aspect. Et en effet, au cours du début du XXe siècle, il y a eu des restaurations qui ont été faites, où déjà lors de ces restaurations, quand il manquait une pierre, elle a été remplacée, et ça nous permet de savoir que telle pierre, elle a été remplacée postérieurement à l'année de la photographie du 19e siècle. C'est comme une espèce d'enquête, voilà. On part par tous les côtés pour essayer de mener l'enquête et arriver à en sortir des conclusions importantes, et pour les musées, et pour l'histoire, et également pour l'assurance de ces objets-là. Parce que d'avoir un descriptif très très précis de qu'est-ce qui est une vraie pierre, qu'est-ce qui ne l'est pas, quand est-ce que ça a été remplacé, c'est tout à fait important. Autrement dit, donc, c'est avoir une approche pluridisciplinaire. Merci beaucoup Gérard pour cet entretien passionnant. Cet épisode vous a plu? Alors n'hésitez pas à vous abonner au podcast Science en Récit.